Déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des petits mails pour me dire qu'ils seraient absents, mais vous inquiétez pas, vous aurez ceux qui ne peuvent pas assister auront le support. Il n'y aura aucun problème dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'expertise. On va vous présenter l'expertise pour réduire l'absentéisme et ce que ça peut vous apporter surtout sur la réduction de l'absentéisme. Donc, voilà. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Karine Dumas de la société Medicat Partner. Je suis directrice adjointe. Je fais partie plutôt de la production, tout ce qui est contrôle médical, expertise, vaccination anti-grippe en entreprise, et les expertises notamment pour à la demande des avocats, des assurances, pour les employeurs. Donc, juste un petit peu, Medicat Partner en quelques mots, on a plus de 3000 médecins sur toute la France. Ça fait plus de 7 ans, 37 ans, pardon, que la société existe. Et on fait à peu près 8000 contrôles à l'année. Donc voilà, et on a une équipe qui est dédiée exclusivement sur les expertises, les contrôles, la vaccination. Donc, je ne gère pas que ça, parce qu'il y a aussi de la partie, tout ce qui est prévention aussi, qui est avec Caroline Noyer-Laporte. On fait du conseil, du diagnostic en entreprise, et on vous aide sur toute la partie absentéisme en entreprise. Sophie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Trévert, avocat au sein du cabinet AID Avocat. Donc, on est spécialisé en droit de la sécurité sociale. On intervient sur toute la France pour le compte des entreprises, sur tout l'aspect contentieux sécurité sociale, mais également accompagnement dès la survenance de l'accident ou d'une maladie professionnelle pour obtenir un refus de prise en charge ou en tout cas pour s'assurer de pouvoir, le cas échéant, contester et obtenir l'inopposabilité et donc que vous payez pas, que les entreprises ne payent pas les cotisations sur ce sinistre dès lors qu'il n'est pas justifié. On intervient également donc sur toute la France, sur tous les dossiers, tout ce qui est faute inexcusable, droit pénal du travail. On a franchement toute la sphère sécurité sociale et gérée au niveau du cabinet. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai été en entreprise. Donc, en fait, le travail que vous avez, vous, au quotidien, je l'ai fait pendant très longtemps. Ce qui fait que j'ai une vraie visibilité pratique du terrain et c'est pour ça qu'en fait on gère également l'absentéisme avec Medicat Partner pour limiter le coût qui peut impacter le taux de cotisation des entreprises. Voilà pour nous. Merci Sophie. Donc on va parler de l'expertise médicale et le but de mettre en place des expertises médicales dans l'entreprise, c'est surtout de vérifier la justification des arrêts de travail et de réduire le taux AT-MP, ce qui peut, pour les grosses structures, vous apporter des milliers d'euros de réduction quand vous le mettez en place, tout ça. Le principe de l'expertise, alors nous, ce qu'on appelle l'expertise amiable, c'est que c'est un médecin compétent, donc un médecin expert en fonction de sa spécificité de la pathologie du salarié, qui va être mandaté par, à la demande de l'employeur. Le médecin expert, il va recevoir le salarié en cabinet, étudier le dossier médical, procéder à son examen clinique et établir un rapport écrit. Donc, dans le rapport, il y a deux choses. Il y a le rapport et des conclusions administratives. Et surtout que l'expertise, elle est beaucoup plus poussée qu'un contrôle médical classique. C'est ce qu'on en fait on s'est rendu compte que les contrôles AT, enfin ça vous permet de vérifier l'absence. La justification de l'absence et l'absence aussi, mais ça c'est un autre sujet, et de voir si la personne, enfin l'arrêt est justifié, seulement ça. Là, on va vraiment sur une étape plus sur l'expertise, qui a le but de creuser et d'avoir beaucoup plus d'informations pour déjà pour vous pour comprendre la situation de votre salarié, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de contacts et que vous n'avez pas beaucoup d'informations. Et de, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, et ça arrive souvent,
eh bien, on s'est rendu compte que passer par ce système d'expertise médicale, donc en fait avec un médecin, c'est toujours un cadre médical de toute façon, mais c'est pas limité au fait qu'il aille au domicile du salarié et qu'il voit si l'arrêt, enfin la personne est vraiment atteinte médicalement et qu'elle est l'arrêt est justifié. Là, on va vraiment sur le fond du dossier et vérifier s'il y a une imputabilité au sinistre initial et à essayer de reconstituer le puzzle. Parce que souvent, on n'a pas tout ce puzzle, on n'a pas les infos. Et cette expertise médicale, franchement, on fait longtemps qu'on fait ça avec Karine et qu'on s'est rendu compte que c'était les contrôles AT, c'était super quand on a en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça, ce sera dans ces cas-là un autre webinaire. Mais quand on veut vraiment avoir beaucoup d'informations qu'on veut creuser et éventuellement lancer du contentieux, on s'est rendu compte que l'expertise médicale amiable, c'était la seule technique. C'est pour ça qu'on s'était dit qu'il fallait faire un webinaire spécifiquement dessus pour vous proposer ce nouveau produit qui nous semble très efficace et très utile et on en fait déjà. Et c'est vrai que ça nous apporte beaucoup. C'est pour ça que on va tout vous raconter. Karine. Du coup, tout ce que vous avez dit, ça va reprendre l'objectif de l'expertise, c'est de comprendre effectivement les lésions, leur évolution, le traitement mis en place, l'état actuel du salarié, vérifier la justification des arrêts qui est en lien avec la pathologie déclarée, identifier une date éventuelle de consolidation, et éventuellement une date de reprise au travail, et de vérifier l'aptitude au poste. Alors, les spécificités, effectivement, c'est pour qui, que ça soit secteur privé ou public, vous pouvez lancer les expertises en sachant que pour les spécificités du secteur public, c'est d'évaluer éventuellement un taux d'IPP qui peut en ressurgir et des préjudices. Alors, c'est pour quel type d'entreprise? Alors, vous savez que pour le taux ATMP, il est calculé de trois façons. Le taux collectif, qui est de 1 à 19 salariés et ce taux ne bouge pas. Donc, il y a très peu d'intérêt à agir sur les ATMP. Ça, Sophie reviendra dessus. Il y a les taux mixtes pour les sociétés qui sont de 20 à 149 salariés. Donc, ce taux, il est partagé entre le taux collectif et le taux réel. Et vous avez le taux réel à compter de 150 salariés et en fait, il est calculé en fonction au regard de la sinistralité propre à l'entreprise. Donc, on a les entreprises de moins de salariés, les établissements publics aussi qui ont plus de 20 contractuels, et on a le classement sous risque de taux collectif. Alors là, on va y revenir un petit peu, Sophie, ça c'est des spécificités Oui, oui. de certaines structures. On voulait vous préciser quand même que bon, pour les toutes petites structures, pour les toutes petites sociétés qui ont moins de 20 salariés, en fait, vous, effectivement, il faut gérer l'absentéisme, mais ne passez pas par l'expertise médicale qui a un certain coût et qui, en fait, n'a d'intérêt qu'après faire du contentieux. Et comme pour 20, moins 20 salariés, vous êtes auto-collectif, le taux ne bougeant jamais de l'année, ça ne vaut pas le coup. Non, on préférait quand même vous le spécifier. Et pareil pour il faut quand même qu'il y ait un classement sous un code risque. Alors, tarification ATMP, spécialiste bonjour. Il y a deux aspects pour le taux de cotisation, parce que là, en fait, on parle, tout le but des expertises médicales, c'est de vous faire gagner de l'argent sur votre taux de cotisation. C'est le seul, et c'est ce que disait Karine tout à l'heure, c'est de réduire vos cotisations sociales. S'il n'y a pas de cotisation sociale en jeu, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut que vous ayez un effectif important. À partir de 20 salariés et en fonction de votre masse salariale, ça vaut le coup. Pareil pour les établissements publics, puisque vous avez également des contractuels et donc vous êtes soumis au taux de cotisation ATMP comme les entreprises du secteur privé. Et pour les codes risques, c'est qu'en fait, sur les CARSAT et CRAMIF, vous attribuent un classement par rapport à votre activité et par rapport à un code risque. En fonction du code risque, qui est en haut de votre feuille de calcul de taux de cotisation, de votre notification de taux. Si vous avez besoin, envoyez-la moi, je vous dirai. Et en fonction de votre classement, évidemment, si vous êtes dans le BTP ou dans la chimie, promis, c'est accidentogène, vous avez un code risque où ça vaut le coup de faire des actions. Mais des fois, vous avez des codes risques où le taux est très bas, où
où c'est une notion de ce qu'on marquait de TC, ça s'appelle un taux collectif du fait de l'activité. On s'est rendu compte, notamment, parce qu'on avait un cas comment dire, on était sur un centre d'accueil et d'hébergement de personnes handicapées, adultes ou enfants. Il y a un code risque spécifique. Et là, c'est un TC. D'office, ce taux collectif ne bouge pas. Donc, en fait, toutes les actions judiciaires que vous pourriez engager n'influeront pas sur votre taux de cotisation. Il y a d'autres techniques pour gérer l'absentéisme, mais n'utilisez pas l'expertise médicale, ça vaut pas le coup. Mais ça vaut le coup sur malgré tout beaucoup d'entreprises, je n'en doute pas, et notamment sur les clients qui ont le plaisir de m'écouter, où on en fait, et où par contre ils ont un taux de cotisation sur lequel il faut agir. La grande majorité, dès lors que vous avez un effectif de plus de 20 salariés, dites-vous que effectivement, ça vaut le coup de nous écouter aujourd'hui. Alors, comment l'utiliser et à quel moment? C'est lorsqu'un salarié en accident et le salarié est en accident du travail ou en maladie professionnelle. Si le salarié est toujours dans l'effectif et qu'il est en arrêt depuis longtemps, donc de plus de 5 mois minimum pour lancer l'expertise, et si le salarié est en mesure de se rendre à l'expertise. Voilà. Vous doutez s'il n'est pas en état de santé de se rendre à un rendez-vous d'expertise, que c'est au cabinet du médecin, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on disait, parce que les dossiers en arrêt maladie de droit commun, pareil, ça vous, enfin, sauf si vous vraiment vous voulez avoir plein d'éléments et plein d'informations sur la santé de votre salarié, mais sinon ça n'a d'intérêt que pour les dossiers accident du travail et maladie professionnelle où il y a beaucoup d'arrêts, ce qui fait que ça permet d'avoir beaucoup de recul, parce qu'évidemment si la personne est en arrêt depuis 2 mois, le médecin expert, il n'aura pas beaucoup de matière, donc ça ne vous apportera rien. Donc c'est pour ça qu'on avait fixé avec Karine 5 mois minimum pour se dire voilà on a un peu de recul, puis surtout je vous expliquerai pourquoi 5 mois, parce qu'il y a un impact direct sur votre taux de cotisation. Sur le point sur être en mesure d'aller au rendez-vous, il y a aussi donc le problème de l'état de santé du salarié, c'est sûr, mais aussi il y a un autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse y aller, enfin il faut qu'il y aille au rendez-vous. Si vous désignez un expert, que Medical Partner fixe le rendez-vous, que tous les documents sont envoyés aux salariés, que tout est fait, mais que vous savez très bien que le salarié n'a pas du tout envie de vous parler, ne veut pas aller au rendez-vous de liaison, vous dit que si vous le contactez, c'est du harcèlement moral. Évidemment, vous dites qu'il ira pas au rendez-vous d'expertise pour lequel il sait que c'est votre entreprise qui l'a mandaté, qui a mandaté l'expertise. Il faut faire en sorte que les conditions soient propices au fait qu'il y aille. Donc, il y a plein de techniques de ce qu'elle faut surtout nous en parler pour essayer de trouver une solution au préalable avant de lancer l'expertise, de voir dans quel contexte financier, avec un contexte de relations personnelles avec le salarié pour faire en sorte qu'il y aille. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est vraiment très important. Nous, c'est ces prérequis-là qu'il faut que vous ayez en tête. Accident du travail, maladie professionnelle. Alors, c'est mieux dans les effectifs, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire d'expertise. S'il est sorti des effectifs, vous Oui. n'avez pas le droit. Et que vous soyez sûr qu'il puisse y aller, qu'il ira, quoi. Sinon, faut qu'on trouve d'autres techniques pour gérer l'absence pour ce salarié-là. Voilà, puis si effectivement, je vais juste, vous avez parlé effectivement du rendez-vous de liaison, s'il n'y a pas de communication. Mais si aussi vous avez connaissance de l'état antérieur du salarié, il faut aussi lancer une expertise. Tous les éléments peuvent être apportés lors de cette expertise. C'est à vous aussi de les apporter. On vous en parlera aussi un tout petit peu plus tard. Alors, le médecin, Karine, on a oublié de nous montrer les exemples qu'on oui, avait ouais, la douleur au fait dos, oui, avant. comme vous en aviez parlé un petit peu, douleur au dos ou épaule et que le salarié ne Ah oui. communique pas et refuse le rendez-vous de liaison. Voilà, c'est ce que vous en aviez parlé un petit Tout ce peu. qui est dos, épaule, dites-vous qu'il y a quelque chose à faire. Dès lors qu'effectivement vous savez qu'il y a un état antérieur, dites-vous c'est tout à fait des cas d'école pour lancer l'expertise. Dans les cas d'expertise, souvent c'est parce que vous avez un contact avec votre avocat, vous avez un avocat avec Medical Partner, et qu'en fait vous avez construit le dossier au fur et à mesure. Et que là, en fait, vous savez qu'il y a suffisamment d'éléments, notamment l'état antérieur et autres, pour vous dire on y va pour l'expertise. Ce sera rarement votre premier jet, votre première action en gestion de l'absence. La première action, ce sera souvent d'avoir un contact avec le salarié pour savoir comment il va et de comprendre son dossier, sa situation, essayer d'aménager son poste,
de faire un rendez-vous de liaison parce qu'à un moment donné, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour qu'il puisse reprendre ou le maintenir dans l'emploi, quel qu'il soit. Et que là, en fait, toutes ces étapes-là ne fonctionnent pas. Donc, vous avez effectivement suffisamment de recul en mois, puisque là, entre-temps, les mois ont passé, et que vous avez pu identifier notamment les notions des lésions. Évidemment, si c'est fracturer le bras, vous ne faites pas d'expertise médicale, ça n'a aucun intérêt. Mais tout ce qui est pathologie ou siège de lésion, on sait qu'il y a souvent des états antérieurs sur vos salariés. Finalement, peu importe l'âge, donc les dos, épaules, ça c'est les cas qu'on a le plus. Et cette notion d'état antérieur, ou genou aussi, j'ai un cas avec un genou. Souvent, on a de l'arthrose, on a déjà des états antérieurs d'atteinte de ligaments croisés ou ce genre de choses, ce qui fait que on sent qu'il y a quelque chose. Mais vous le savez parce que vous avez eu l'info auprès du salarié. Sinon, il ne faut pas y aller au pif à l'expertise médicale parce que ça a un coût et que vous risquez d'être déçu. Et donc voilà, on vous donner des exemples plutôt pour vous orienter dos, épaules, genoux. Voilà, c'est tout ce qu'il faut vous reteniez. Alors, le rapport, c'est ce que je vous disais un petit peu au départ, le médecin, il va établir un rapport. Et dans ce rapport, le rapport vraiment médical, il va y avoir tout l'historique concernant le salarié sur les certificats médicaux, les examens, les interventions pratiquées. Voilà, il y aura tout. Il y aura l'analyse sur l'imputabilité des arrêts de travail par rapport à l'accident de travail et l'arrêt maladie professionnelle, l'évolution de l'état de santé du salarié et les conclusions, et c'est grâce à ça que après Sophie peut intervenir, c'est les conclusions de l'expert avec la date de consolidation, si possible, et la reprise de travail. Voilà. Et tout ça, alors vous avez deux choses. Vous avez le rapport vraiment médical, ça c'est le contenu du rapport. Et à côté, on demande, nous, toujours des parties conclusions administratives. Ça, vous pouvez l'avoir en tant qu'employeur. Parce que il n'y a pas il y a pas d'éléments médicaux type dessus. Et l'idée, c'est ensuite de l'envoyer aussi à la sécurité sociale, parce que c'est le but. Tout à C'est fait. des éléments qui permettent c'est tout l'intérêt. Donc en fait, le truc sur l'expertise, vraiment qui change par rapport au contrôle acté, c'est que le salarié donc vient au cabinet de notre expert, qui est expert en dommages corporels, hein, donc ils ont un DU dommages corporels spécifique. Il vient avec tout son dossier, ses radios, et il le donne à l'expert qui étudie tout. C'est tout l'intérêt. Il a toutes les infos. Et là, il dit, et il examine le salarié. C'est vraiment ça tout l'intérêt. Il va regarder, il va lui faire un examen. C'est-à-dire qu'on a vraiment comme s'il allait voir son médecin ou un rhumatologue ou un spécialiste et qui vérifie toute son antériorité. Donc, comme ça, au passage, en plus, il lui demande s'il n'a pas des problèmes d'avant. Donc, il glane toutes les infos. Et de toute façon, dans les examens, dans les comptes rendus radiologiques, IRM, il y aura toujours les informations sur l'état antérieur parce que le médecin, lui, les a aussi. Donc, l'expert a plein d'infos, fait l'examen clinique, voit donc s'il y a possibilité de reprise. Dans tous les cas, quand même, c'est pas mal parce que pour la sécurité sociale, ça aide. S'il regarde, on aimerait. Mais nous, après, on va en contentieux et donc on a cet élément-là. Et surtout, ce que je vous dirai après, il peut effectivement nous générer cette structure qui nous permettra de faire du contentieux. Si on n'a pas de ces éléments-là, avec tout ce dossier médical, avec tous les examens et tous les soins, tous les traitements, c'est très compliqué. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un très bon outil, l'expertise, quand ça s'y prête bien, pile poil au bon moment, quand on sait cet état antérieur et qu'on veut absolument en justifier. Donc, mais effectivement, avant ça, il y a toutes les étapes du contrôle médical à Voilà. réaliser. Alors après, comment se déroule l'expertise du moment où vous la lancez? Donc vous allez nous faire une demande d'expertise. Il va falloir nous fournir tous les documents que vous avez en votre possession, la déclaration d'accident de travail, les arrêts de travail. Si vous avez d'autres éléments à nous apporter, vous nous les apportez, que nous, on va retransmettre au médecin. Donc, nous, on va réceptionner la demande, on va chercher le médecin spécialiste en fonction de la pathologie. Donc, si c'est un mal de dos, ça sera un rhumatologue. Si c'est un mal de genou, etc., ça va être un ortho. Donc, en fonction, on va demander à un médecin expert d'intervenir. On va convoquer ensuite le salarié. Alors, c'est des délais qui sont beaucoup plus longs qu'un contrôle ou classique. Ça, c'est très clair.
Les délais vous le savez déjà à titre, je pense, personnel, le temps de prendre des rendez-vous avec des médecins spécialistes, c'est long. Pour les expertises, il faut compter allez, entre 15 jours, des fois on y arrive si c'est des généralistes, à 2 ou 3 mois. Ils sont très très demandés. Donc voilà. Ensuite, on convoque le salarié. Le salarié va se rendre donc à cette expertise. Le médecin va procéder à l'expertise et il va établir un rapport. Ce rapport-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces conclusions, une fois il va avoir fait tout ça, il va les transmettre à qui de droit, soit un médecin, soit l'avocat. Mais ça sera pas vous directement qui aurez le rapport d'expertise, sauf pour la fonction publique. Donc voilà. Et là, allez, les délais moyens, je dirais entre 3 et 4 mois en fonction des zones d'intervention où habite la personne. Mm. Et là, Sophie, c'est à vous. Là, on va vous parler effectivement. Donc là, je vous ai plutôt parlé de la théorique et Sophie va vous parler de la pratique sur la contestation des arrêts de travail. Le fameux tableau. Le fameux tableau. Bon, alors, on va parler d'abord d'argent et promis, on va parler après des expertises. Mais c'est pour vous montrer pourquoi gérer l'absence. Mais ça, je pense que vous le savez. Mais c'est les barèmes des coûts moyens. C'est souvent un très bon outil pour un effet choc, hein, pour visualiser l'impact financier des salariés absents. Alors là, c'est que sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Mais vous savez très bien que pour les arrêts maladie, dans la notion de gestion globale de l'absentéisme hors expertise médicale amiable, ça a une réelle importance et un vrai impact indirect sur vos coûts, sur les coûts de l'entreprise. Donc, sur les cotisations sociales AT-MP, personne n'ignore que vous payez pour chacun de vos établissements un taux de cotisation tous les mois en fonction de votre sinistre. Donc, on avait dit soit une partie du taux collectif, soit directement, si vous êtes à plus de 150 salariés, l'intégralité de la sinistralité de vos salariés. Donc en fait, la caisse primaire envoie un flux régulier à votre CARSAT de flux des jours d'arrêt qui lui permet après de calculer votre cotisation. Vous allez payer pendant toute une année, mois par mois, sur votre masse salariale. Et comment est calculé ce merveilleux taux de cotisation? Eh bien, il est calculé par rapport à ce barème et par rapport à une notion qu'on appelle un compte employeur que vous avez sur Net Entreprise, qui vous permet de suivre tous vos salariés actuellement en accident du travail et maladie professionnelle. Là, vous avez accès au compte employeur 2024, donc les sinistres de 2024 et ceux de 2025. On est en live à présent. Et en fait, vos salariés, au fur et à mesure qu'ils sont en arrêt de travail, chaque salarié, eh bien, le décompte augmente par rapport à ce barème, puisque les coûts sont en fonction du nombre de jours d'arrêt. Donc, plus il y a de jours d'arrêt, plus vous allez payer. Moins il y a eu de jours d'arrêt par sinistre, mieux vous en serez, vous serez content, parce que le taux, dans ces cas-là, sera plus faible. Ce barème est revu chaque année. À gauche, vous avez toute la notion de CTN, de Comité Technique National. C'est votre activité. Métallurgie, chimie, services, transport, vous avez tout. C'est ce que je vous disais, c'est l'histoire des classements, les codes risques. Si vous allez payer en métallurgie, en BTP, vous payerez plus cher qu'en service. Après, on peut pas mentir, hein, c'est en fonction de la réalité de votre activité. Mais des fois, on change de code risque et donc on change de CTN et donc on change de coût moyen et donc on paye moins aussi. C'est une autre façon d'agir, ce que je fais à peu près tous les jours en contentieux, en tarification, et ça marche. Mais vous regardez en fait votre activité et après, par catégorie de jours d'arrêt, c'est par tranche. Eh bien, vous savez que vous allez payer. Alors, c'est reporté sur votre taux de cotisation parce que vous n'allez pas faire un chèque de 1 662 € si vous avez plus de 16 jours d'arrêt dans le district du BTP. Heureusement, mais c'est reporté sur le taux de cotisation. Donc évidemment, plus vous avez beaucoup de jours d'arrêt, et on est dans ces cas-là sur l'industrie de la métallurgie à 41 132 €, c'est toujours, et bien là, nécessairement sur le taux de cotisation, si c'est à 41 000 plutôt que 1 600, c'est pas la même. Donc il faut à un moment donné arrêter. Et vous ne pouvez plus, dès lors que c'est prescrit et que c'est tombé, à part faire du contentieux,
Eh bien, c'est trop tard. Dès lors que c'est prescrit, ça tombe sur votre compte employeur, ça tombe sur votre taux de cotisation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que alors, par expérience, ça fait quand même longtemps que je fais ça. C'est bien plus de 20 ans maintenant, catastrophe. Ça avance l'âge, hein, c'est terrible. Eh bien, par expérience, sur une entreprise avec beaucoup de salariés quand même, quand vous dépassez les 45 jours, donc 45 jours, hein, c'est pas beaucoup, hein, le taux de cotisation monte. Voilà, vous êtes sur la tranche où il y a 1 000 euros d'imputation. Dès lors que vous êtes sur la tranche 3 000 ou 4 000 euros, 5 000 euros d'imputation, donc les arrêts de travail à plus de 46 jours, votre taux de cotisation monte. Il faut faire tout ce qui est possible pour s'arrêter avant. Alors 45 jours, vraiment, vraiment, c'est 1 mois et demi. C'est vraiment rien. Mais dès que vous pouvez faire en sorte que la personne vous pose, aménager son poste de travail tout de suite, que vous avez une maîtrise de savoir pourquoi la personne est en arrêt. Évidemment, si elle est dans une fracture, elle est dans le plâtre, vous ne faites pas du mal, hein. Mais si c'est une entorse, une mini-entorse, dites-vous que si ça a duré plus de 3 semaines, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Passez pas par l'expertise pour une entorse, mais passez par un contrôle, par contre. Un contrôle AT, c'est mieux. Mais il faut que vous, voilà, 45 jours, 46 jours, votre taux monte. Alors, je ne vous dis pas quand c'est à plus de 150 jours. Hein. C'est pour ça mes 5 mois de tout à l'heure. Évidemment, 155 jours, c'est 5 mois, hein, c'est calculé. 5 mois, c'est rien. Mais 5 mois, dès lors que vous avez atteint, vous avez dépassé les 150 jours, c'est 41 000 euros dans l'industrie de la métallurgie. Et c'est 30 000 euros dans certaines activités de service. Vite, il faut aller dans les activités de service, c'est moins cher. Mais voilà, il faut que vous en rendez compte. C'est vraiment parce que ça, on vous demande pas de savoir ou pas de savoir. Enfin voilà, c'est imposé et c'est comme ça. Et après, ça sert à rien c'est fait. Dès lors que c'est prescrit et que les jours sont là, c'est un calcul arithmétique. Vous verrez qu'après, il y a les IPP, la catégorie IPP, où là, tout d'un coup, ça va très, 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 très vite. Vous voyez, pour une IPP, donc c'est les séquelles. C'est 67 000 euros pour l'industrie de la métallurgie. Je prends la première ligne parce que c'est plus facile. Après, le BTP, vous ne faites pas du mal parce que c'est par système en fonction de la catégorie en gros œuvre, second œuvre. Et ça, c'est le même montant tout de suite, peu importe le taux d'IPP. Donc, c'est 157 000 direct. Ça fait très, très, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, si votre salarié, s'il a été en arrêt très longtemps, qu'il a assez grave et autres, il y aura nécessairement des séquelles. Et donc, vous payerez une deuxième fois. Chaque ligne, coût moyen de chaque sinistre impacte votre taux de cotisation pendant 3 années continues. Donc, si vous imaginez, vous avez un salarié qui a été arrêté très longtemps, c'est 40. Alors, évidemment, après 150 jours, même s'il est arrêté pendant 300 jours, c'est toujours le même montant à 41 000 euros. Mais je vous assure, ça fait assez de mal comme ça. Donc, ça fait 41 000 euros, donc 3 fois. Et s'il a eu des séquelles, allez, disons 12%, on va être sympa, ça fait 67 000 euros, 3 fois. Donc, vous payez le salarié pendant 6 années. Parce qu'évidemment, tout est décalé, sinon c'est pas drôle par rapport entre le temps où vous avez les arrêts de travail et le temps de l'IPP. Donc, ça fait quand même une belle somme. Donc, il faut maîtriser purement parce que il y a que financier, et puis ensuite socialement, humainement, il y a plein d'autres aspects. Et ça, tout le monde ne l'ignore, personne l'ignore. Mais voilà, c'était visuel. N'hésitez pas à garder le coût moyen, le barème. Il changera en 2026. Et promis, ça sera à la hausse, parce que c'est toujours comme ça, chaque année. Mais voilà, ça vous donne un bon visuel. Et puis, je vais juste rassurer Ah, les gens, il y a des questions qui arrivent, on répondra à toutes les questions en fin de webinaire. Voilà. super. Euh, donc, pourquoi on s'est dit avec Karine qu'il fallait vraiment, vraiment qu'on insiste sur l'expertise médicale? C'est l'évolution de la jurisprudence. Avant, avec les contrôles AT, la CPM qui se sentait un petit peu concernée sur les ATMP, qui avait le temps, qui avait les moyens, vite fait. Hein. Et oui, l'implication des salariés. Et bien en fait, c'était plus facile de gérer. Mais là, actuellement, surtout avec l'évolution de la Cour de la jurisprudence, c'est très, 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 très compliqué. Parce que, en fait, actuellement, depuis 2021, je vous fais en résumé, parce que bon, la jurisprudence, c'est bien, mais bon, voilà, quoi. La Cour de cassation a dit à la caisse primaire d'assurance maladie, vous n'avez plus rien à justifier. Si l'arrêt de travail initial est en arrêt si le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, vous n'avez plus rien à justifier. Donc, imaginez la personne, l'accident initial, la lésion initiale, c'est vraiment un accident, mais que la suite, c'est de la grippe. Moi, je schématise, je suis vraiment désagréable. Il a une petite entorse et après, c'est de la grippe. Eh bien, la sécurité sociale n'a besoin que justifier des 3 semaines de l'entorse. Même pas, hein, des 2 premiers jours du constat de l'entorse. Et après, si éventuellement, ça y a eu 1 mois lié à l'entorse, mais qu'après, c'est de la grippe, ou c'est un état dépressif pour un problème de santé personnelle,
Eh bien, alors soit on a un médecin conseil de la caisse qui est diligent et qui a regardé et qui dit ah c'est bizarre, ça arrive, pas beaucoup hein. En ATMP vous payez donc je vous regarde pas beaucoup. Eh bien vous auriez dû payer les 1 mois de l'entorse, mais vous allez payer également les autres problèmes qui n'ont rien à voir parce que la sécurité sociale ne va pas vérifier et que dans le cadre de contentieux, la sécurité sociale n'a pas besoin d'en justifier. Il s'est présumé d'office à l'employeur. C'est horrible. La situation actuellement, nous, on passe notre temps à s'énerver devant les juges, mais les juges n'en ont. Ils sont, enfin, peu importe, eux, ils ont la jurisprudence, ils l'appliquent. Ils nous disent, hein, on est d'accord, c'est stupide, c'est complètement n'importe quoi, mais tant pis, c'est à vous. En tant qu'employeur, si vous qui êtes demandeur, vous n'êtes pas content, prouvez-le. Vous devez prouver que après l'entorse, tout ce qui est après, c'est un autre problème de santé personnelle. Vous pouvez toujours pleurer devant le juge, ça m'arrive, non, pas vrai, mais être là, le supplier en disant, mais non, parce qu'on n'a pas accès aux certificats médico-descriptifs, donc comment on peut savoir? Dieu n'est pas parmi nous, on ne sait pas. Eh bien, le juge va me dire en disant, débrouillez-vous. Et là, on s'est dit, OK, il va falloir donc se débrouiller, et bien donc l'expertise amiable. Parce qu'en fait, c'est comme une expertise judiciaire, vous allez avoir des infos, comme une expertise judiciaire. Le truc, par contre, c'est que c'est pas contradictoire, hein, c'est entre le patient, le salarié et l'expert. Mais là, il va faire une vraie analyse médico-légale de son dossier. Et il va vous dire, bah non, tout est justifié. Au moins, vous savez que je vous fais pas du mal. Mais en vacances, moi, j'en fais. Enfin, on en fait avec Medical Partner. Et j'avais aussi d'autres, parce que j'ai eu une super vie antérieure. Et donc, j'en ai fait plein. Mais je vous promets, c'est très rare qu'ils me disent que l'état de l'arrêt a été justifié au titre de l'accident. Le cheval, on me dit, bah non, il y a un truc quand même. Il y a un bel éléphant rose dans le couloir. Et l'éléphant rose, c'est un état de santé personnel qui n'a rien à voir avec l'accident. Donc ça, c'est le premier, ça c'est le petit encart que vous avez après sur les conséquences, puisque vous devez prouver, et par l'expertise, vous pouvez prouver soit que c'est la grippe, ou c'est un problème de santé parce qu'il est dépressif, parce qu'il vient de divorcer. Ça arrive. Ou soit, et ça, je vais prendre l'entorse que ça marche beaucoup moins, vous avez donc une épaule, ça c'est le cas facile. Il y a une dolorisation temporaire parce qu'il a porté une charge, le salarié, il ou elle, j'ai pas de problème avec les... Et on a de tout. Le salarié porte une charge lourde, fait un effort, a mal à l'épaule. Ok, c'est un accident. Sauf qu'on découvre au fur et à mesure qu'en fait, c'est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou c'est une autre pathologie qui est une pathologie dégénérative. Toute la période où l'accident, le fait qu'il est forcé pour faire un mouvement quelconque, c'est la période de dolorisation de cet état antérieur qui va l'aggraver ou le décompenser. Toute cette période-là est bien un accident du travail et ça, c'est pour vous, c'est pour nous. Mais dès lors que les effets de l'accident s'arrêtent, la suite ne doit pas être prise en charge au titre de l'accident du travail. La sécurité sociale, le médecin conseil ne regarde jamais, 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 ne vérifie jamais. C'est un truc de dingue. À chaque fois, on se dit, mais comment ils ont fait pour le rater? Eh bien, ils le ratent parce qu'ils ne regardent pas, parce qu'ils n'étudient pas le dossier, parce qu'ils ne convoquent pas le salarié. Ils le laissent jusqu'à ce que le médecin traitant arrête. Et dans ces cas-là, il voit le salarié et lui fixe un taux d'IPP. Et là, peut-être, ils disent, ah mince, il y avait un état antérieur, oups. Et c'est comme ça que nous, on se rend compte qu'en fait, le médecin conseil, eh bien, admet qu'il y a un état antérieur, mais qu'il n'a rien fait pendant la période d'arrêt. Et c'est là on se dit qu'il y a effectivement quelque chose à faire, il faut faire du contentieux. Mais il faut passer par cette expertise amiable parce qu'on doit rapporter la preuve. Et si on n'a pas ce prérequis, même si on dit qu'il y a cet état antérieur, ce que vous voulez, dès lors qu'on ne le prouve pas, eh bien les juridictions prennent un malin plaisir à nous dire que comme on ne le prouve pas, eh bien on peut aller prendre un café ailleurs. Et que c'est pas, et puis que l'employeur va continuer à payer. Et que la caisse, primaire d'assurance maladie, n'a rien à rapporter comme preuve contraire ou de prouver quoi que ce soit. Alors que c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cet état de preuve, surtout plus qu'il faut, alors je vous spécifie, hein, il faut que cet état antérieur, il ne soit pas muet avant. Il faut qu'il soit symptomatique. Donc imaginez quand même que les conditions qui sont imposées par la jurisprudence sont hyper difficiles. Mais on en fait tous les jours. Et on en a comme ça, les pôles, dos, genoux, enfin, j'en ai plein. Donc il faut, soit on sait pas, mais je préfère vous dire, c'est quand même, sinon c'est pas.
Ce serait dommage qu'après qu'on vous dise, bah non, finalement, il n'y a pas lieu. Oui, mais dans le webinaire, vous me disiez, non, ça, vous faites pas du mal. Mais il faut, sur les contentieux comme ça, et sur les gestions de l'absentéisme dans sa globalité, il faut se battre. Il faut rien lâcher. Celui qui lâche en premier, c'est celui qui a perdu. Et vraiment, on s'est rendu compte que l'expertise, pour prouver ces conditions quand même qui sont difficiles, eh ben, c'est le meilleur outil. Je veux bien vous passer. Donc, comment on fait? Donc, ça, c'était. On va donner du baume au cœur, c'est le côté sympa du moment. On prend l'expertise, on fait du contentieux. Le message, je vous mettrai, c'est la slide suivante pour vous expliquer la procédure. Le but, si je vous disais tout à l'heure, en tarification, les jours sont impactés sur votre compte employeur dès lors qu'ils sont prescrits et que le flux se fait entre la CPM et la CARSAT. Sauf quand on fait un contentieux et que le tribunal nous a suivis, c'est mieux. Donc il faut, ça c'est pas facile, hein, parce que des fois même avec une note médicale, ils nous disent non. Ils nous disent non, il y aura pas de, on vous croit pas. C'est un contentieux compliqué. À une époque, c'était beaucoup plus simple. Une note et on avait nécessairement une expertise judiciaire amiable et c'était très efficace. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a une expertise judiciaire amiable, judiciaire par contre, pas médicale judiciaire qui est désignée ordonnée par un tribunal, 85-90% du temps, l'expert va dire que la CPM a fait n'importe quoi et va réduire les jours d'arrêt. Donc l'expert va dire en fait enfin, il y avait un état intérieur qui est dolorisé temporairement et il a repris son évolution propre tout seul à partir de telle date. Et j'ai vu des cas, et c'est l'exemple, où ça a duré une plombe de temps, 350, 400 jours, et finalement on a eu 30 jours d'arrêt. Et ça, quand on arrête le jugement, que la caisse ne s'est pas trop battue et que quand ça se bat, hein, la caisse primaire actuellement ça se bat. Tous les pourvois en cassation sur tous les sujets, elle ne nous laisse rien passer. Eh bien, notamment sur les arrêts de travail, c'est parce que la caisse primaire s'est battue. Eh bien, on arrive avec ce jugement qui dit, au fait, c'est 30 jours et pas 350. Et dans ces cas-là, vous avez une rétroactivité sur votre taux de cotisation et l'URSSAF vous rembourse. Le temps de la procédure, souvent, le taux est déjà imputé, enfin, vous avez déjà payé sur le taux de cotisation, et l'URSSAF vous rembourse, ça vous fait un crédit URSSAF. Sur des montants qui, souvent, en fonction de votre mode salarial, sont très conséquents. On peut être très vite à plus de 40 000 euros, 50 000, 20%, très très vite. Comme je vous montrais tout à l'heure sur le TEUG, on passe de 40 000 euros d'imputation à moins des 4 000. On était sur la tranche de 1 000 et 1 500 euros, 1 500 euros. 40 000, 1 500, tout ça sur 3 années de taux de cotisation, ça fait souvent du bien. Mais il faut passer a posteriori, dans le cas d'une contestation, pour obtenir ce contentieux. Et l'expertise amiable, c'est notre preuve, c'est notre pièce principale, c'est ce qu'on va, quand on va engager le recours, parce qu'en fait, la caisse ne nous transmet pas de pièces médicales, on n'a rien. Quand ils nous transmettent des éléments, c'est vraiment bidon. Et je pense qu'ils se moquent. Et souvent, les médecins, parce qu'on a une commission médicale de recours amiable, c'est un prérequis obligatoire, c'est des médecins. Ils sont censés étudier le dossier. Et généralement, j'en ai parlé justement avec un médecin expert devant le tribunal qui l'a admis devant tout le monde en disant, eh bien, nous, on applique la jurisprudence que je vous évoquais. Dès lors qu'il y a un arrêt initial, eh bien, on ne regarde plus. C'est présumé d'office. Et donc, c'est bon. Je dis, mais vous êtes médecin, votre rôle, c'est de vérifier. Ah non, c'est pas grave. Nous, on n'a pas le temps. Super. Donc, quand on est comme ça, qu'on nous le dit en audience, merveilleux, tout le monde et tous les avocats hallucinaient, c'était sympa, eh bien, il faut leur forcer la main. Et l'expertise amiable, c'est la pièce principale dans le dossier qui forcera la main au juge pour nous donner, c'est un commencement de preuve, pour nous donner une expertise médicale judiciaire, et ça, c'est obligatoire. Avec ça, comme je vous disais, on aura une réduction de vos jours d'arrêt sur le compte employeur et donc une réduction des taux AT. Petit bémol, ça n'influe pas le contentieux a posteriori dès lors que ces jours d'arrêt sont imputés et que le salarié était en absence. Ça n'a d'impact que sur votre taux de cotisation. Je vais y arriver. Votre taux de cotisation. Sur le salarié, ça n'a aucun impact. Sur vos relations RH, paye, indemnité journalière, complément, prévoyance, mutuelle, ce que vous voulez, ça n'a pas d'impact. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Lui, le salarié, le ou la salariée, conserve ses droits
Euh, Pareil pour le taux d'IPP, c'est la même chose. Les personnes se perçoivent, vous, ça vous permet d'avoir une réduction uniquement sur votre cotisation. Et c'est tout. C'est pas mal, ça fait du bien. L'idée aussi sur l'expertise amiable, c'est que si finalement le médecin se rend compte, parce qu'il voit le salarié là en face et lui dit votre RS c'est n'importe quoi et vous allez reprendre le travail demain, c'est très efficace aussi. Donc si quand on tombe sur des dossiers où ça permet de faire et du contentieux et d'arrêter le décompte parce que le salarié se dit ah le médecin m'a eu, bon, il faut qu'il y aille, hein, parce que s'il sait qu'en fait c'est un faux arrêt et que c'est n'importe quoi, il faut arriver à le motiver à y aller, parce qu'évidemment le médecin, enfin le salarié, il est pas bête, hein, il sait qu'il va se faire avoir. Mais dans le cas où le médecin lui dit non mais finalement c'est faux, eh bien ça vous permettra de faire double action et faire du contentieux et de faire en sorte que l'arrêt s'arrête. Et donc de limiter les frais, notamment sur tous les impacts, inaptitude, et ça coûte très cher, taux d'IPP, et ça coûte très cher. Voilà, ça permet de limiter, même si nous, on vous conseille de faire l'expertise après les 5 mois. Donc déjà que vous avez déjà les 150 jours. Donc l'imputation est là et le salarié, il a pu être en arrêt assez longtemps. Dans ces cas-là, si vous sentez que vraiment l'arrêt n'est pas justifié, on passe par un contrôle classique. Ce sera, ce sera mieux. Et donc on peut l'utiliser sur plein de choses. Donc ça, sur le camp, je pense que je vous ai bien expliqué, j'espère. Il faut que je vous parle du secret médical parce que je pense que ça a dû quand même bien vous dire tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces dames. Le secret médical, personne n'ignore, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Vous, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas tenu au secret médical dès lors qu'on vous permet d'accéder à un document médical. C'est-à-dire que si le salarié vous transmet des arrêts, vous donne des informations médicales, vous avez le droit de lui demander et vous avez le droit de les obtenir. Si votre salarié vous donne un compte-rendu d'examen, vous envoie les certificats avec la description, vous avez le droit de les prendre parce que c'est du droit à la vie privée et il vous donne l'accès à sa vie privée. Le secret médical ne concerne que le staff médical, médecins, infirmiers et autres. Vous, pas du tout. Effectivement, on a un médecin expert dans l'histoire qui reçoit un patient. Donc lui, il est tenu au secret. Il y a une technique hyper simple, c'est tout à fait réglementaire, ne vous inquiétez pas. Il faut seulement que le patient accorde au médecin expert, l'autorise à transmettre les éléments qui sont d'ordre médical, d'autres qui relèvent du secret, à une personne tierce qui n'est pas censée l'avoir. Dès lors qu'il l'autorise, ça débloque, le médecin n'est plus lié par le secret médical et il peut transmettre à une tierce personne. Moi, par exemple, alors le service médical de la caisse, c'est un médecin, donc ça n'a pas de souci. Et en direct, finalement, même vous. Donc tout ce qui est aspect conclusion ou autre. Mais moi, l'idée, c'est d'avoir tout le détail, sinon ça n'a aucun intérêt, parce que moi, je peux l'utiliser en contentieux dès lors qu'il est délié du secret et que s'il n'y a pas de difficulté, je peux le produire. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, le médecin expert est tenu au secret vis-à-vis de moi, sauf à ce qu'il soit autorisé. Donc on a une clause dans le mandat pour l'expertise, dès lors que le salarié donne son accord et signe, ce qu'il fait, eh bien, il n'y a pas de problème. S'il ne fait pas, de toute façon, c'est-à-dire qu'il ne serait pas venu à l'expertise. Donc, il y a pas la question ne se posait pas. Mais on n'a pas de difficulté. Moi, actuellement, c'est signé. Et dans ces cas-là, je peux l'utiliser. Donc, vous inquiétez pas, on a prévu le coup. Tout de même, on a prévu le coup. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. En fait, le travail c'est de faire en sorte qu'il y aille, qu'il aille à l'expertise. C'est la clé. Donc, pour le contentieux, les étapes du contentieux. Donc, on a cette expertise. On sait que c'est du grand n'importe quoi. Dans ces cas-là, on saisit la commission médicale de recours amiable. Enfin, je saisis la commission médicale de recours amiable en produisant ce rapport d'expertise qui n'est pas lié au secret. La commission médicale de recours amiable, c'est des médecins, donc il n'y a pas de difficulté. On a le droit de transmettre tout dossier. Et comme je vous disais, on doit médicalement étayer ce qu'on raconte. Si on raconte du vent absolu sans en prouver, la juridiction nous renvoie à aller prendre un café au café du coin. Il faut qu'on donne du vrai biscuit. Plus il y a des détails croustillants d'ordre médical, plus ça marche. Et personne ne va vous dire c'est du secret médical. Non, parce qu'on est sur du contentieux médical. Donc, en fait, c'est un ensemble. Ça nous arrive qu'on nous dise, mais non, je peux rien vous transmettre, c'est du secret médical. On rit tous. En disant, mais depuis quand on nous demande, nous, en tant qu'employeurs, de rapporter la preuve, mais médicale. Donc, arrêtez de nous faire croire qu'il y a du secret médical, il n'y en a pas. Quand on est en contentieux, je vous assure, tout va bien. Donc, je produis ce rapport d'expertise.
on saisit la commission médicale de recours amiable et on espère qu'elle nous est favorable, ce qui n'arrive pas très souvent. On est obligé de saisir le tribunal très souvent. Évidemment, dans ces cas-là, j'aurais évalué l'impact financier sur votre taux de cotisation. On n'y va jamais s'il n'y a pas d'enjeu. L'expertise vous permettra de vous rassurer aussi. Je vous dirais, finalement, ça ne vaut pas le coup, mais vous savez pourquoi l'arrêt est là. Si l'arrêt est justifié, si finalement, moi j'ai des expertises, et on sait qu'il y a un état antérieur qui reprend son évolution propre, donc je peux faire du contentieux, mais où l'arrêt est justifié toujours. Pour un état de santé qui ne relève pas de l'AT, mais la personne ne peut quand même pas travailler. Et ça n'empêche pas. Mais si en plus, ça permet d'avoir des informations et ça permet de comprendre les dossiers. Pour vous, c'est très, très... Sur l'absentéisme, le plus dur, c'est de ne pas avoir d'infos, de ne pas savoir. Et donc, ça, c'est vraiment un bon outil. Donc, je vais avec sur la commission de métier amiable, qui souvent ne me répond pas. On va au tribunal judiciaire. Le but, là, c'est d'obtenir une expertise judiciaire, une expertise médicale judiciaire avec un autre expert. On aura communiqué notre note. L'idée, c'est d'avoir aussi un autre médecin. On a des médecins qui viennent au tribunal avec nous, qui ont donc encore une autre spécialisation, une autre spécialité. Donc, en fait, ça fait 2 rapports. Alors, je vais vous me dire, dis donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien oui, je vous confirme, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour obtenir une expertise judiciaire, ce qui fait qu'après, on aura 3 rapports. Mais en fait, vu la position actuelle de la Cour de cassation et des juges qui n'ont pas envie de nous donner d'expertise, qui n'ont pas de médecin expert parce que c'est mal payé, eh bien, il faut se donner les moyens. De toute façon, le contentieux AT-MP, c'est une bataille, il faut l'admettre. Mais je ne pense pas que mes clients s'en plaignent. C'est une bataille sympa. C'est une bataille où on se dit, allez, ça change. Et on se donne à fond et ça marche. C'est tout l'intérêt. Et donc, avec la note, l'expertise amiable, la note du médecin qui va compléter et va intervenir dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire, le rapport est souvent très favorable. Et dans ces cas-là, après, le but, c'est d'homologuer le rapport d'expertise pour ensuite aller dans la CARSAT en disant, finalement, c'est tant de jours. Et, comme je vous disais tout à l'heure, ils recalculent vos taux et vous bénéficiez d'une réduction, d'un remboursement URSSAF. Voilà. Je laisse la parole. Alors, j'ai une personne qui me dit, est-ce qu'un accident de travail, mais 100 jours d'arrêt de travail, impacte même sur un taux AT-MP sur des établissements de 1000 salariés? Alors, s'il n'y a pas d'arrêt, mais qu'il y a eu prise en charge, vous aurez ce qu'on appelle l'IT1, la première colonne, qui est pour les 0 jours. Et vous avez un montant forfaitaire, mais c'est quasiment rien. Oui, on est à 283, c'est la première ligne, sans arrêt de travail. Donc, en fait, dès qu'il y a prise en charge, c'est que la sécurité sociale a engagé des frais, même des soins, n'importe quoi, quel qu'il soit. Mais parce qu'il faut un certificat médical initial, il faut que le salarié est allé voir son médecin. Et dans ces cas-là, il y aura eu engagement de frais, même si c'est que pour uniquement le remboursement du rendez-vous médical. Dans ces cas-là, vous aurez cette première implication. Si le salarié n'est pas du tout allé voir le médecin, la sécurité sociale classera le dossier puisqu'il n'y aura pas eu d'engagement de frais. Donc vous, par contre, vous êtes obligé de déclarer. On ne s'oublie pas, on déclare tous les accidents dont vous avez connaissance. Si vous n'êtes pas content et ça ne vous satisfait pas, vous faites des réserves, mais vous déclarez, sinon vous êtes pénalement responsable. Et la caisse primaire peut venir vous chercher si finalement le salarié a fait la déclaration à votre place et peut vous demander beaucoup d'argent. Donc, ne vous dites pas, on ne fait pas de déclaration parce que le salarié n'est pas en arrêt. Il peut attendre plusieurs jours pour vous dire, oh, finalement, je suis allé voir le médecin. Et là, vous avez une obligation de déclarer dans un délai de 48 heures, dès lors que vous êtes au courant. Ne mentez pas, mais déclarez. Vraiment, faites-le. Ce qui fait que si vous savez que le salarié n'a pas été en arrêt, ça ne sera pas imputé, ce sera classé. Et pour vous, c'est indolore. Il y aura un classement sans suite un classement du dossier par la caisse. Et si c'est qu'un tout petit arrêt, après les arrêts, s'il y a arrêt, on gère. Mais voilà, déclarer, voilà. Mais peu importe l'effectif, même si vous avez une grosse masse salariale, ce sera toujours le 297 € pour la métallurgie. Ça veut dire c'est de l'or pour vous. Où on trouve le code CTN, Sophie? Alors, le code CTN, alors, sur votre feuille de calcul, de cotisation, vous avez en haut, vous avez le SIREN, votre SIREN, SIRET pour votre établissement. Après, vous avez le code risque.
C'est 3 chiffres et 2 lettres. Et après, vous avez le CTN avec la lettre. Et comme ça, vous savez. Il y a un arrêté qui est établi tous les ans. Là, il est du 29 avril 2025, mais généralement, il est en fin décembre. Et là, il y a eu un décalage cette année. Et dans ces cas-là, vous pouvez savoir. N'hésitez pas à demander, enfin voilà, faites un message. Je vous dirai, ça me prend 3 secondes et demie de regarder sur l'arrêté et je vous dis quoi. Il n'y a pas de, mais il faut que vous regardiez sur Net Entreprise, que vous allez regarder votre feuille votre, regardez pas que la notification parce que la première page, elle est illisible. Si vous n'avez que la notification, c'est que vous avez que ça, vous n'avez pas de taux de calculé. Passez à autre chose. Mais derrière, vous avez une autre feuille avec un taux, une feuille de calcul, et là, c'est tout en haut. On aime la difficulté d'être entreprise. Mais voilà, dites-nous quoi, pas de souci, on vous aidera. Quelles sont les conséquences si un salarié, est-ce qu'il peut refuser de se rendre au rendez-vous de l'expertise? Oui, oui, bah oui. Oui, il peut refuser, ouais. C'est pour ça qu'en fait, il faut anticiper. Donc, quand vous savez qu'il est temps de faire l'expertise, il faut avoir fait en sorte que le terrain soit favorable. Il y a plein de techniques, c'est du cas par cas. Demandez-nous. Parce que là, voilà, il y a des techniques que ce sera facile et d'autres que ce sera plus compliqué. Mais il faut absolument qu'il y aille, sinon ça n'a aucun intérêt. Ne faites pas, sinon. Il y a d'autres techniques de gestion de l'absentéisme. J'ai une question là. Alors, la CPM a imputé des jours d'arrêt supplémentaires en 2025 liés à un accident survenu en 2024 directement sur le compte employeur alors qu'il s'agissait d'une rechute. Le Ah, fait de ne pas disposer d'un certificat médical final pour la première période leur permet-il de procéder ainsi, même en considérant l'écart entre la première et la deuxième période d'arrêt de travail? hmm. Alors, c'est bizarre pour un AT de 2024 que vous ayez des éléments en 2025. Généralement, ça n'existe pas. Ils ajoutent uniquement sur le compte employé 2024. Alors, à moins que j'ai pas mal compris, mais ils peuvent effectivement, ils peuvent enchérir le compte employeur de l'année de l'accident. Donc là, c'est un AT 2024, ce sera le compte employeur 2024 jusqu'au 31 décembre de l'année d'après. Donc là, 31 décembre 2025. Donc, ils peuvent encore en mettre. Ils ne peuvent mettre que les prolongations de l'arrêt initial. Ils ne peuvent pas mettre la rechute. Par contre, la rechute, ça a des conditions hyper restrictives, sinon c'est pas drôle, on se marrait moins. Il faut qu'il y ait une consolidation initiale. Soit guérison, soit consolidation. Si vous n'avez pas de période, parce qu'il y a peut-être éventuellement des soins, ou que la sécurité sociale n'a pas fait son travail, ce qui arrive, et que vous avez l'impression qu'il a repris et que donc c'est bon, et ben, qu'il n'a toujours pas été consolidé, s'il reprend un arrêt, c'est pas de la rechute, c'est de la prolongation. Il faut un état de consolidation fixé par le médecin conseil. Dans les cas où vous savez que là, il n'a pas de soins, il faut provoquer la consolidation, euh, éventuellement par un contrôle, par un courrier à la sécurité sociale, alors pour ce qu'ils en font. Mais c'est vrai qu'on est tenu par ce que va faire le médecin conseil de la caisse qui doit consolider. Si par contre, vous avez bien une consolidation, peu importe qu'il y ait marqué rechute ou pas, hein, c'est qu'il a, et pas nécessairement un certificat médical final. Ce qui compte, c'est la consolidation. Vous n'êtes pas nécessairement au courant, c'est ça qui est sympa. Il faut avoir l'info auprès du salarié, parce que la sécurité sociale ne donne des infos que si vous subrogez. Sinon, il ne vous donne pas d'infos. Sauf si vous avez un super contact à la caisse et un coup de bol de dingue. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais dans ces cas-là, il faut que vous sachiez s'il a été consolidé. Et là, la suite, c'est nécessairement de la rechute. Peu importe ce qui a été coché sur le certificat. Si vous n'avez pas ça, eh ben c'est normal que ça soit mis sur l'imputation. Mais c'est que si vous avez des doutes, demandez au salarié, appelez la CPM pour essayer de comprendre. Et peu importe, parce qu'en fait, soit la durée, ça peut durer. Parce que peut-être que le salarié a eu des soins, mais vous n'êtes pas au courant. S'il y a eu des soins, il n'est pas consolidé. C'est sympa ce genre de surprise. Hein. Bon Si, courage. s'il y a une déclaration, Sophie, sans arrêt de travail, mais avec des soins, est-ce que c'est imputable sur le taux AT-MP? Et si le salarié n'a pas été voir le médecin, mais qu'il y a juste une déclaration interne en entreprise, on en revient un petit peu avant, Ah oui. est-ce qu'il y a Alors, un impact sur les cotisations AT-MP? c'est le même cas que tout à l'heure, mais c'est pas de reproche. Hein. Dès lors qu'il y a que des soins, alors généralement qu'il y a des soins, il faut aller voir le médecin parce que la CPM doit avoir une déclaration d'action du travail et un certificat médical initial. Sans ça, il ne peut déclencher l'instruction et la prise en charge. S'il n'y a pas de CMI, d'office, ce sera classé.
Faites pas en sorte que le salarié n'ait pas de certificat médical initial, hein. Faites, enfin, pas de magouille, hein, s'il vous plaît, parce qu'après, ça se retourne contre nous. Par contre, vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'il y ait un aménagement de poste. Surtout, ça, c'est très bien. Très vite, tout de suite, ce genre de choses, ça évite justement ce certificat médical initial. Si par contre, quand même, il doit avoir des soins et qu'il va voir le médecin, la sécurité sociale va avoir un certificat médical initial de soins, mais sans arrêt. Ce sera la première colonne, sans arrêt de travail. Dès lors que la Sécu a engagé un peu de frais, 3,50 € pour des frais pharmaceutiques et 23 € du médecin traitant. Non, c'est pas vrai, je crois que c'est plus cher maintenant. Eh bien, il va vous imputer. Alors, c'est plus que les 23 €, hein, là, c'est 297, mais ce serait dommage de ne pas vous faire payer davantage. Mais en vrai, il n'y a pas de vrais impacts. Si D'accord. vous avez fait la déclaration qu'en interne, type registre d'accident Oui. bénin, soyez vraiment sûr que le salarié ne va pas voir le médecin et que c'est vraiment bénin. Ce document, ce registre doit être adressé à la CARSAT chaque année. Eux, ils checkent. Mais là, effectivement, il n'y a pas d'impact. Mais faites-le vraiment quand c'est vraiment un accident bénin. Un bébé, rien de rien, où il ne va pas voir le médecin. Dès lors qu'il va voir le médecin et que vous avez fait le registre, mais qu'il va voir le médecin, vous devez considérer qu'il aille, vous devez faire la déclaration. Rebelote, enfin, et c'est la réglementation, vous ne pouvez pas y déroger. Certificat médical arrive chez vous, vous devez faire la déclaration. Donc, on ne se rate pas. Un petit point bémol qui n'a rien à voir, dès lors que vous n'êtes pas au courant d'un accident, mais que vous avez reçu un arrêt AT, Ça arrive, oui. faites bien gaffe, parce que les arrêts maintenant, ils sont tellement mal fichus qu'on ne voit pas que c'est en AT. Faites bien attention, le délai de 48 heures pour déclarer débute. Vous ne faites pas avoir, parce que ça, la caisse primaire, vous viendra récupérer l'argent, hein. Voilà, c'était le, le petit côté pratique hors sujet. Non, mais c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup, moi, qui me le disent, j'ai pas eu de déclaration, je veux pas déclarer. Alors, je dirais pas dans les grosses structures, surtout dans les petites entreprises. Et je leur dis, si, il faut déclarer les accidents de travail. Et souvent, ils me disent, ah ben non, moi, j'ai pas eu vent, je reçois juste un arrêt, maintenant, voilà. Non, parce que la sécurité sociale, elle a eu l'arrêt AT. Et va dire, mais où est la déclaration? Et donc, va venir vous chercher. Oui, oui. On dit donc, au fait, vous aviez 48 heures, que se passe-t-il? Alors, il vous laisse une fois, pas sûr deux fois. La troisième fois, je vous assure qu'il vient de vous récupérer l'argent. Je suis pas sûre que ça vous amuse beaucoup. Si vous cotisez, plus vous faites un chèque. Je suis pas sûre que ça amuse personne, je pense. J'ai une personne qui me dit qu'elle a mis en place effectivement le registre Bénin d'entreprise qui a beaucoup réduit les accidents de travail. Dès lors que alors il y a l'effet indirect qui est que toute la bobologie finit dans le registre, alors que les salariés ne sont pas obligés de déclarer tous les bobos qu'ils ont pour tout et rien ou pour se couper avec une feuille. Mais l'effet, c'est d'être sûr que quand il y a un registre d'accident bénin qui est enregistré avec la personne SST, infirmière ou autre, vous aménagez le poste, enfin vous arrivez à bien gérer que les soins ou la situation est bien proportionnée et qu'il n'y a bien pas besoin d'aller voir le médecin, hein. Il faut faire les choses dans les règles parce qu'il y a eu une jurisprudence Michelin, pour ne pas le dire, il y a quelques années, où ils mettaient tout dans les accidents bénins et ils ne déclaraient pas, sauf que les salariés, en fait, ils avaient besoin de soins, ils avaient besoin d'arrêt. Ça s'est su, et ben, ils ont des problèmes avec la justice, hein. On était au niveau pénal. L'entreprise et la direction, hein. Ils ont été, ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un cadre pour les registres Bénin? Donc, Oui, il y a oui. un cadre, oui. Oui, Bah, oui, il y a toute une réglementation. Alors ça peut être assez long, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail et autres, et je vous répondrai en vous racontant tout. Tout est sur Internet, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais oui, il y a un cadre. d'accord. J'avais une question aussi. Alors là, c'est moins sur l'expertise. C'est qu'il y a une personne qui me demande si une personne est en AT depuis plus de 2 ans, est-ce qu'un contrôle peut être fait? Alors là, je vais vous répondre. Un contrôle, ça va être surtout si vous payez encore un complément de salaire. La contrepartie de la mise en place des contrôles, des contre-visites médicales par la loi de mensualisation de 1978, c'était le paiement d'un complément de salaire par l'employeur. Donc, quand vous faites le complément, vous avez le droit de faire une contre-visite médicale ou un contrôle AT, dès lors que alors, complément ou prévoyance, hein. Oui. Mais il faut que la prévoyance joue le jeu si éventuellement vous voulez suspendre la période, si évidemment l'arrêt n'était pas justifié, il faut que le complément ne soit plus payé sur l'arrêt concerné. Et dans ces cas-là, il faut que la prévoyance joue le jeu, mais vous avez le droit que si c'est le cas. Sur l'expertise, on est hors cadre réglementaire, enfin hors cadre. Non, c'est pas Oui. comme ça qu'il faut que je le dise. En tout cas, hors cadre de cette loi de mensualisation.
Ce qui fait que on n'a pas on a moins, cette moindre contrainte sur le fait de le faire, alors que le complément est fini. Euh, Par contre, vous pourrez plus, si l'arrêt n'est pas justifié ou d'autres, vous pouvez plus suspendre le complément de salaire, puisque de toute façon, s'il y en a pas, eh ben il y a pas lieu. Mais ça, c'est pas bloquant. C'est bloquant le maintien, le complément de salaire, pardon, que pour les contre-visites médicales ou contre la T classique. Après, vous pouvez toujours le lancer, il y aura juste un impact psychologique. Voilà, il n'y aura aucun impact financier en sachant que le salarié est en droit de refuser le contrôle. Oui, vous pourrez pas sanctionner. Aucune sanction. Ça, c'est le. Donc après, s'il y a des contrôles où vous voulez faire que le but, c'est de pouvoir sanctionner, enfin, suspendre le complément, c'est l'effet sanction financière. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est un, mais donc c'est un bon atout, ça, de faire ça, pour jouer sur l'absentéisme. Et ça, voilà, vous verrez avec Karine de Medicare Partner, qui vous donnera les conseils opérationnels. C'est pour ça que la gestion d'absentéisme, il faut le gérer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut pas attendre. Mm. D'où mon histoire de 45 jours. Il faut tout de suite, vous avez un salarié en arrêt et vous devez savoir pourquoi il est en arrêt, que ce soit maladie ou ATMP, hein. On a beaucoup parlé des accidents du travail, mais il faut que vous sachiez, c'est la clé, c'est l'information. Et dans ces cas-là, vous savez que si la personne elle a un cancer, un truc hyper grave, ben voilà, vous savez, ça sert à rien de faire un contrôle. Si c'est quelqu'un qui n'était pas content de son poste et qui s'est mis en arrêt parce que ça lui convenait pas, ben, tout d'un coup, c'est pas tout à fait la même. Mais parfois, l'aléa fait que ben, il est tombé, il s'est fait mal, il est vraiment un accident. Ou des fois, ben, en fait, non, c'est du flanc et il faut que vous ayez vérifier. Mais il faut que vous ayez les infos. Il faut vraiment, dans le médical, c'est la clé euh, pour savoir. Vous avez d'autres questions? Pour ça, pour rassurer, tout à l'heure on a parlé des prévoyances. Il faut savoir que, il y a quelques prévoyances qui mettent en place le contrôle, qui l'ont déjà depuis quelque temps, mettent en place le contrôle médical, mais de plus en plus de prévoyances vont mettre en place à la demande des employeurs le contrôle médical. Nous, Ah on oui, a c'est bien. beaucoup de demandes ouais, et puis en fait, ils voient que ils payent beaucoup. Le taux d'absentéisme est énorme pour les entreprises et eux, ils ont une sortie d'argent qui est énorme. Ils se penchent dessus de plus en plus. C'est une bonne nouvelle. Renseignez-vous parce que là, c'est le moment. Ceux qui veulent négocier les contrats de prévoyance, demandez s'ils l'ont mis en place de leur côté parce que il y a de plus en plus de prévoyances qui l'ont mis en place. Avec vous, Medical Partner. Oui, 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 aussi, aussi, mais bien sûr, on travaille avec des prévoyances de plus en plus. Eh bien, écoutez, c'est tout bon de mon côté au niveau des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser une dernière question? Apparemment non. Donc, écoutez, je pense qu'on arrive à... Ah, pouvons-nous cumuler les deux, le contrôle et l'expertise? Si vous avez le maintien de salaire sur le contrôle. Oui, oui, Mais oui. On peut toujours lancer un contrôle, que ça soit classé, un contrôle sur les arrêts maladie ou ATMP, il n'y a aucun problème. Et au départ, et ensuite, c'est en fonction de la suite, et en fonction surtout, pardon, du résultat du médecin du contrôle sur, euh, su- sur l'accident de travail ou la maladie professionnelle, effectivement. Là, après, on peut vous conseiller éventuellement d'aller plus loin sur l'expertise. Mais c'est oui, souvent effectivement en 2 temps de faire ouais, d'abord le contrôle et après on cumule avec les infos que vous avez et on va après sur l'expertise amiable. Sophie, elle a un client avec qui on travaille très régulièrement. Il va lancer d'abord du contrôle spécifique AT. Et ouais, Et ensuite, Sophie gère tout ce qui est la partie expertise. Mais oui, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. c'est même une bonne idée. Et alors, si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter, même qui arrivent après ou autre. Vous avez nos coordonnées. Le webinar, on va pouvoir vous envoyer pour ceux qui le souhaitent le support, il n'y aura aucun problème. Et il va être mis en ligne. Donc voilà, et puis si vous avez d'autres questions en dehors de ça, que ce soit moi ou Sophie, vous avez nos coordonnées téléphoniques, notre mail, il ne faut pas hésiter à nous faire part de ces questions-là. On est tout à fait à même de pouvoir vous répondre. Oui, si vous voulez, vous m'envoyez la feuille de calcul, vous me demandez, enfin, pour Oui, savoir, voilà, enfin, aucun voilà, problème, il n'y a oui. pas il y a pas de problème, je vous dirai. Même si vous n'arrivez pas à la trouver, Sophie vous dira.
Ah oui, oui, c'est hyper Voilà. facile. Oui, oui. Faut Bah, je juste vous que la remercie. personne. Oui, oui, oui. Je vous remercie à tous, sauf Sophie, merci beaucoup. Merci Karine, merci à tous. On Merci se voit beaucoup. bientôt. À très vite pour un prochain. Oui, à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup.